Bonjour Eric, Bonjour Simon. bienvenue dans ce premier épisode d'un podcast, d'une série d'interviews qu'on nommera par la suite. L'idée aujourd'hui, c'est de partager un petit peu des parcours inspirants avec cette volonté de donner des exemples de ce qu'on peut faire dans le monde de l'impact, dans le monde de la finance, dans le monde du développement durable. Ça nous a fait le plaisir d'être le premier à venir pour... C'est un honneur pour moi. merci pour cette interview-là. Alors, très simplement, on va démarrer, on va te laisser te présenter. Donc je suis Eric Blin, cofondateur d'une société qui s'appelle Chloé in the Sky, comme Choosing Hope and Low Carbon Economy. Et c'est une entreprise qui fait du conseil financier et qui a quasiment un travail de société de gestion. C'est-à-dire que nous avons conçu des offres financières qui sont alignées sur les objectifs les plus ambitieux de la COP21 à 1,5 degré. Donc 1,5 degré, une augmentation de température d'origine anthropique limitée à 1,5 degré. Ce qui fait notre caractère vraiment innovant, c'est notre vision systémique et notre vision industrielle. C'est-à-dire qu'on a tous nos portefeuilles, tous les offres financières que nous avons fabriquées, reproduisent un écosystème industriel. C'est-à-dire de quoi on a besoin pour fabriquer toute chose. Donc on insiste vraiment beaucoup sur des industries qui sont souvent oubliées par les fonds généralement verts, qui oublient des industries qui sont les piliers des autres, notamment les industries lourdes. Donc cette vision systémique, elle nous permet de répondre le mieux possible aux sujets liés aux questions climatiques, énergétiques et de la biodiversité, parce que ces trois-là sont liés. Super. Et comment on en arrive là, quand on est Eric, du coup? Là aujourd'hui c'est ce projet, mais avant? Alors avant, je suis conseiller financier depuis très longtemps. J'avais créé une société qui s'appelait Solares, Solutions pour une assurance responsable, en 2004. Donc le sujet m'intéresse depuis longtemps. J'ai fait des études d'océanographie aussi. J'avais une fibre écolo. Et j'ai toujours été frustré par les offres qui étaient proposées sur le marché, mais qui évoluent plutôt dans le bon sens. Et surtout, j'avais une volonté de comprendre ce que j'étais en train de proposer à mes épargnants. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la définition de la finance durable, il y a beaucoup de critères. Il y a des critères environnementaux, du social, de la gouvernance. Le niveau d'exigence en plus augmente. Les critères évoluent quasiment de manière exponentielle. Et l'objectif, c'est d'arriver à traduire ça de manière synthétique et offrir la possibilité à des épargnants de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et on voit bien que si on mélange tous les critères avec un niveau égal de priorité, on arrive quasiment à du business as usual, comme on dit. Et l'objectif, ça a été vraiment de trouver un fil conducteur narratif de manière à pouvoir avoir un impact le plus fort possible par rapport aux défis inédits qui se présentent à nous. Super. Chloé in the Sky, c'est une solution que nous on apprécie bien évidemment. C'est une solution qui est orientée dans le monde de la finance. Moi je serais intéressé, notamment par une personne comme toi qui a de l'expérience dans ce domaine-là et puis qui a vu les choses évoluer, un peu ta vision de la finance aujourd'hui. Alors on sent, on le voit tous, et l'actualité nous le rappelle, qu'on a des injonctions contradictoires et qu'il y a souvent une vision un peu court-termiste. Alors injonction contradictoire, on a un exemple tout à fait récent, c'est le Black Friday, avec une position de l'ADEME qui a été en décalage avec la position du ministère de l'économie. L'ADEME qui a précisé qu'en fait il fallait quand même penser un peu à la sobriété. Et le ministère de l'économie qui dit bah, oui, mais en même temps, on a besoin d'économie. On voit bien le dilemme entre la notion de sobriété ou de frugalité. Je fais référence aussi au rapport Pisani-Ferry-Mahfouz qu'avait commandé notre première ministre, ou la récente étude de l'Académie de technologie qui regroupe vraiment des scientifiques et qui explique qu'en fait, on ne pourra pas composer sans la sobriété, sans la frugalité qui va s'imposer à nous, c'est pas un choix, et que le monde de demain, il devra composer avec ça et l'anticiper plutôt que le subir. Donc on voit bien qu'il y a des sujets qui sont à traiter autour de ça, et aussi de manière générale, peut-être qu'il va falloir redéfinir des fondamentaux parce qu'on ne pourra pas être dans une continuité
de ce qu'on a vécu. La finance ne peut pas être la continuité de ce qu'on a connu les 30, 40 ou les 50 dernières années. Je retiens il vaut mieux anticiper que subir. Alors ça, c'est, je pense, la volonté de tout le monde. Après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une direction où on va subir, malheureusement. Alors, tu as parlé de tout ce qui est politique. C'est vrai que c'est aussi intéressant de voir cette opposition. Peut-être aussi à un moment donné que simplement nos politiques arrivent à un point de non-retour et puis se rendent compte des conneries réalisées depuis une quinzaine d'années pour Comme tu rester, dis. même plus longtemps pour rester gentil. Désolé, j'ai pas d'autres termes qui viennent en tête quand je parle de ça. Et on parle de donc, la finance. La finance, on aime bien la définir comme étant la capacité d'affecter des ressources à des besoins. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que les besoins, c'est pas du tout les besoins de la globalité, c'est plutôt le besoin de quelques privilégiés. Comment on fait pour que les gens comprennent aujourd'hui que la manière qu'ils ont de consommer, d'utiliser cette finance, en fait, les dessert et qu'il y a des actions simples. Alors, tu as parlé de sobriété, décroissance, etc. C'est des mots qui sont aujourd'hui quand même rentrés dans le vocabulaire commun. Comment on fait pour que les gens comprennent que cette finance, c'est aussi nous qui la modifions par notre comportement et que la finance de demain doit desservir les intérêts globaux, pas les intérêts de quelques-uns, et donc ça va découler de certaines actions, notamment les nôtres, et que ce n'est pas toujours la faute des politiques ou des entreprises. Alors, ta question, Simon, est très large. C'est possible. Je pense qu'il y a plusieurs sujets absolument passionnants là-dessus, puisqu'on est dans un tournant. Ce qui se présente à nous est complètement inédit. Et quand on parle de cette notion de sobriété, évidemment, ce qui peut nous penser, les choses auxquelles on pense, c'est plutôt des milieux privilégiés qui pensent à cette sobriété. Et sobriété et la fin du mois, comment on organise ça? Il y a vraiment un sujet par rapport à ça. Il y a vraiment un sujet de pédagogie. Pédagogie, c'est-à-dire que à partir du moment où nous sommes dans une planète avec des ressources physiquement limitées, il va falloir réinventer un monde où peut-être que notre émancipation à tous, elle va passer par autre chose que de la surconsommation. Ça veut dire que c'est tout à fait probable. Enfin, en tout cas, on peut l'envisager et on peut le concevoir et l'imaginer. Et traduit sur le sujet financier, ça nécessite de la pédagogie pour expliquer qu'on s'inscrit peut-être aussi dans un temps long et que quand on investit, les premières choses qui nous viennent en tête, c'est d'avoir peu de risques, beaucoup d'impact et de la rentabilité. Et on voit bien que les trois choses-là, elles ne vont pas ensemble. Donc il y a une manière, je pense, de cohérence, revenir sur des choses cohérentes qu'on comprend tous. On est dans une petite terre. On doit utiliser des matières premières pour faire fonctionner tout ça. Comment on peut le faire de manière durable? C'est une vraie question. Il est évident que la sobriété et la frugalité va s'imposer à nous, qu'on le veuille ou pas. Et à partir du moment où on fait le diagnostic, il y a de l'espoir parce qu'il y a plein de choses à faire. Par contre, ça passe vraiment par deux sujets qui me semblent très importants, la pédagogie et aussi un engagement citoyen. Engagement citoyen, on voit qu'il y a beaucoup d'organismes et d'associations qui sont en train de développer le sujet à un niveau technique, à un niveau sociétal, à un niveau aussi politique, comme le Shift Project. Et il y a d'autres associations dont tu fais partie, comme les AFR, où il y a des questions qui partent, qui vont explorer plusieurs sujets financiers, sociétaux, politiques, pour trouver un équilibre et une acceptation de toutes les parties prenantes. Parce qu'évidemment, on ne peut pas changer le monde s'il n'y a pas une acceptation de tous. C'est très clair là-dessus. J'ai retenu encore une fois là, un passage qui est intéressant, on parle de... lorsque je place mon argent, en tout cas nous c'est ce qu'on voit beaucoup, on veut de la rentabilité, de la sécurité, de la disponibilité. Ce qui est normal. Ça, il faut bien expliquer aujourd'hui que ce cheminement-là, de vouloir ces points, alors dans l'ordre qu'on souhaite, sont incompatibles
avec le fait de conserver une planète habitable avec les grands défis qu'on a aujourd'hui. Il est incompatible de gérer des problèmes sur des temps longs avec la volonté d'avoir de la liquidité sur ses investissements. Il est incompatible aujourd'hui de parler de sécurisation de son épargne alors qu'on ne sait pas si dans 20 ans notre civilisation sera toujours là. Ça, c'est quand même des choses qui sont assez choquantes aujourd'hui lorsqu'on voit et qu'on échange avec les épargnants. Toi, donc tu dresses aussi ce constat de ce besoin d'action citoyenne, ce besoin de temps long. Avec Chloé in the Sky, comment tu agis justement aujourd'hui? Tu as parlé de pédagogie aussi. Je te lance un peu les perches directement, mais comment tu agis concrètement avec cette solution pour que cette finance elle soit chamboulée aussi un peu? Alors, je reviens sur le sujet de la pédagogie. Dans ce qu'on a fait, c'est de créer un espace adhérent qui permet aux conseillers et à l'épargnant de rentrer dans une autre dimension. C'est qu'on a créé un espace adhérent qui permet de retrouver une transparence totale, de parler des entreprises dans lesquelles on investit et de parler des défis industriels. Parce qu'évidemment, je reviens sur un sujet qui est assez simple à comprendre. Le défi industriel d'une industrie des métaux qui extrait du manganèse, du cobalt, du cuivre, enfin en tout cas tous les métaux nécessaires à la transition énergétique, ce défi industriel n'est pas du tout le même pour une entreprise qui va fabriquer une crème cosmétique Anterida. Donc il y a vraiment des sujets sur lesquels les industries vont avoir des défis considérables à réaliser parce qu'elles sont intrinsèquement énergivores. Il faut investir dessus. Nous, c'est ce qu'on fait. Ça a été vraiment notre manière de montrer à l'épargnant et de donner des informations qui montrent qu'il faut voir les choses de manière holistique, de manière globale, systémique, pour faire les bons choix. La manière d'œuvrer aussi, c'est d'avoir sur le sujet carbone une ambition avec un aliment de température le plus ambitieux. C'est ce fameux 1,5 degré. Vraiment, c'est ça, c'est d'essayer de retrouver une cohérence dans la manière d'aborder des sujets qui sont potentiellement anxiogènes. Le climat, on en parle toutes les 5 minutes, les crises énergétiques, on en parle, etc. La crise sur la biodiversité, c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous. Et l'objectif, c'est de retrouver un fil conducteur de manière à avoir une action la plus efficace et comprise par tous. Sachant que ce que je viens de dire là, ces 3 sujets-là, le climat, l'énergie et la biodiversité, ce sont 3 sujets qui vont conditionner le monde de demain et le monde économique. Et même un climato-sceptique a intérêt à s'approprier le sujet carbone, puisque des entreprises qui vont être le plus neutres possible en carbone, en tout cas neutres, avoir des émissions les plus basses possibles, ce sont les entreprises qui vont être les plus fortes demain, puisque une des manières de réduire ces émissions carbone, c'est de réduire sa consommation énergétique. Évidemment, on parle souvent du sujet réduire sa dépendance aux énergies fossiles, donc plutôt basculer sur de l'énergie bas carbone d'origine électrique, qui peut être du nucléaire, de la biomasse ou des ENR par exemple, mais aussi par une baisse de sa consommation énergétique. Et ça à mettre en place, c'est très difficile, ça demande des investissements et ça demande du temps long. Tu as parlé de climato-sceptique, ça c'est intéressant, parce que je sais pas, moi je suis pas du tout convaincu aujourd'hui que la pédagogie va faire changer les climato-sceptiques. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, et on a même des exemples physiques, c'est-à-dire que même nous en France aujourd'hui, alors qu'on est relativement protégés, on vit cette expérience dans notre chair du réchauffement climatique. Je me dis en fait, si tu es climato-sceptique aujourd'hui, c'est pas que tu n'y crois pas, c'est que tu n'as pas envie d'y croire, parce que ça viendrait bouleverser ta façon de penser, ta façon de vivre. Et donc ça va au-delà même de la pédagogie. On sort complètement de ça, tu as complètement raison, on sort de sa zone de confort, c'est désagréable. Donc si on a une aisance financière qui permet d'avoir un regard plus doux sur les choses, etc., on n'a pas envie de s'embarrasser avec des considérations qui peuvent remettre en question notre perception des choses et notre mode de vie. Mais par contre, les climato-sceptiques aussi peuvent comprendre que de toute façon, il y a des règles physiques, notamment par rapport au fait qu'on soit dans un monde fini, donc avec des ressources qui sont naturellement limitées, et qu'il va falloir être sobre
Et ça, un climato-sceptique peut le comprendre aussi. Alors nous avons des épargnants qui sont climato-sceptiques, parce qu'ils ont bien compris que toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, devront composer avec des matières premières qui vont être de plus en plus difficiles à extraire ou de plus en plus chères. Donc de toute façon, un modèle économique qui marche doit composer avec une réalité physique. Donc là, c'est vraiment de la finance pure. Et ce que nous pensons chez Chloé in the Sky depuis le début, c'est que la donnée extra-financière carbone, donc c'est extra-financière parce que c'est pas une analyse financière, cette donnée extra-financière va devenir une donnée financière. Ça va devenir vraiment un sujet financier. Donc une entreprise qui a une bonne note carbone dans son secteur sera la plus résiliente et la plus forte demain. Oui, donc en fait, je dois quand même m'orienter vers la finance durable, même si c'est pas pour des convictions Absolument. d'habitabilité, parce que si même je ne pense qu'à mon argent et que je veux protéger mon capital, les choix subis de demain, qu'on est en train de se construire, vont nous obliger à investir dans des entreprises qui peuvent justement relever ce défi. On parle par exemple, ce qui a le vent en poupe actuellement, c'est l'intelligence artificielle. Pour avoir de l'intelligence artificielle, il faut des data centers. Comment on les fabrique? Ah ben on revient à l'origine, on retrouve tous les secteurs que j'avais cités tout à l'heure, on retrouve des mines, il faut des métaux, il faut de la métallurgie, il faut de la chimie, il faut du fret pour transporter toutes ces matières premières. Donc on voit bien que même ce qui va faire la richesse et la puissance des GAFAM, avec l'intelligence artificielle et tout l'univers numérique, est dépendant en fait de secteurs qui sont vraiment à la base des autres. Et donc un climato-sceptique qui veut en fait chercher des opportunités dans des secteurs qui peuvent avoir le vent en poupe doit forcément prendre en considération ce qui va être à la base de la construction de ces fameux secteurs comme l'intelligence artificielle. Même si la motivation n'est pas de sauver le monde, mais de se protéger. C'est pragmatique. Ok. Ouais, mais on en revient en fait à un moment donné, le vivant reprend ses droits et de toute façon... Il y a une cohérence. On va pas au-delà des limites, tu as tout à fait raison. Tu as parlé à un moment donné d'analyse systémique. Je suis d'accord avec toi, il y a un mec qui s'appelle Arthur Keller qui le dit très bien. Si tu as mal à la tête, que tu soignes avec un Doliprane, et si tu as mal à la peau, que tu mets de la crème, t'iras mieux, mais si au final tu as un cancer derrière, ton problème va s'empirer. Et nous, on a ce sentiment aujourd'hui dans le monde de la finance, et moi aussi, que tous les problèmes qu'on aborde, c'est le CO2. Allez, un peu de méthane, pour parler de gaz à effet de serre. Est-ce que ça, c'est pas juste une conséquence, et c'est pas du tout le problème en fait? Alors pourquoi on n'arrête pas de nous rabâcher CO2, 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 et qu'on ne parle pas de ce qu'il y a autour? Simon, très bonne question. Tout à l'heure, j'ai dit que le carbone va devenir un sujet vraiment financier. En fait, le carbone, il est au centre de ce qui va conditionner l'économie de demain. Pourquoi? Donc, si on n'arrive pas à trouver des méthodes pour réduire nos émissions carbone, on va avoir un réchauffement climatique qui aura forcément des conséquences néfastes pour notre économie. C'est du bon sens. Donc le sujet carbone est central. Après, il y a un autre sujet, c'est l'énergie. Tu l'as dit tout à l'heure, sans énergie, pas d'économie. Mais les entreprises doivent composer avec des ressources d'énergie fossile qui participent au réchauffement climatique. Et si elles investissent ou elles essaient de chercher plutôt de l'énergie issue de l'énergie électrique bas carbone, à ce moment-là, elles sont confrontées aussi à des problématiques de ressources. C'est-à-dire qu'on doit extraire notamment des métaux dans les 35 prochaines années, l'équivalent de ce qu'on a extrait les 500 dernières. Donc on voit bien que le sujet énergétique, il va être profondément lié à la capacité des entreprises à réduire leurs émissions carbone en réduisant leur consommation énergétique. On revient sur le sujet carbone. Et maintenant, on va reparler du sujet de la biodiversité. Si l'homme n'est pas capable de maintenir une biodiversité à un niveau acceptable, si on la maltraite, ça aura forcément des conséquences sur le vivant, nous compris. Donc, si ça a des conséquences sur nous, ça a forcément des conséquences sur notre économie. Donc, on voit bien
que à partir du moment où le réchauffement climatique n'est pas contrôlé, ça va être un des facteurs les plus aggravants pour la biodiversité. Un des acteurs les plus aggravants actuellement, on parle de l'occupation des sols, mais si la Terre se réchauffe de trop, le vrai sujet, ça va être le réchauffement climatique. Donc on voit bien que le sujet carbone, il devient central sur tous les sujets principaux. Et si on parle aussi des questions sociales ou sociétales, le social et sociétal est profondément lié, intimement lié avec le sujet économique. Or, le sujet économique est lié au sujet climat, énergie et biodiversité. Donc on voit bien que ce sujet carbone devient central. Les autres sujets sont très intéressants, mais ils doivent être regardés par le prisme absolu du sujet carbone. Donc tout est lié, mais tout dépend de ce qu'on met en premier et ce qui suit et quel est l'enchaînement des... Sachant que, bien évidemment, le sujet carbone, là où il pourrait avoir des limites, c'est qu'on ne peut pas imaginer un monde qui est dirigé par Dark Vador et qui est bas carbone. Donc il y a des limites aussi dans le concept. Mais voilà, c'est-à-dire que le social, les questions sociétales, elles sont fondamentales. Mais elles ne peuvent pas se construire sans une économie qui a été pensée de manière solide. Donc si on enlève le sujet carbone, le sujet social, on le finance avec quoi? Le social dans le désert, ça n'a pas de sens. J'essaye de réexpliquer un petit peu ce que je comprends, peut-être que je me trompe. En fait, le sujet carbone est aujourd'hui une de nos priorités parce qu'il va nous permettre aussi d'avoir un temps plus long pour régler des problèmes plus fondamentaux que peuvent être, par exemple, le mode de vie, le rapport au vivant de l'humain. Absolument. Ok. Bonne réponse. Je vous dis, je vais peut-être le piéger un peu sur cette sujet carbone. Absolument pas. Bon, du coup, on a parlé quand même de Chloé in the Sky, de comment aujourd'hui on sélectionne les entreprises, ce côté systémique. Si aujourd'hui il y avait 3 choses que tu devais changer, que ce soit toi, que ce soit la politique, que ce soit les citoyens, etc., qu'est-ce que tu changerais? Alors, ce que je changerais, je ne sais pas, je sais pas si ça serait de changer, mais par contre, il y a quelque chose de très important dans ce qui est en train de se passer, c'est vraiment de s'informer. Je reviens sur le sujet de la pédagogie et de l'information, et surtout avec la notion de humble qu'il y a derrière. Je trouve qu'il n'y a rien de plus effroyable que l'Inquisition. Des pensées inquisitrices où on dit « tiens, ce que tu fais, c'est pas bien, etc. » Donc en fait, il faut arriver à proposer des solutions, sachant que l'acceptation, elle se fait en fonction de sa situation. On n'est pas tous pareils par rapport à notre capacité à agir, par rapport à ces défis. Alors par exemple, pour venir te voir et rencontrer l'équipe Origami, j'ai pris le train, j'aurais pu prendre l'avion, ça aurait coûté 2 fois moins cher, et ça m'aurait pris 3 fois moins de temps. J'ai pris le train, il a été annulé, etc. Mais ça veut dire que dans la manière de faire, on doit l'intégrer, moi je l'intègre, et d'une certaine manière, j'ai pu travailler dans le train, ça m'a posé des problèmes, et on rattrape ça. Mais ça veut dire aussi que ça nécessite aussi d'accepter d'avoir peut-être une appréciation différente du temps long, peut-être d'une certaine manière ralentir. Alors ralentir, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein, attention, mais de voir les choses différemment. Je reviens sur le sujet des bateaux. Pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, elles réduisent la vitesse des bateaux, ça réduit la consommation. En fait, il y a vraiment un sujet où en fait, on a été habitué à surconsommer, à aller de plus en plus vite pour n'importe quoi, et peut-être qu'on peut envisager les choses aussi différemment par rapport à ça. Et chacun peut le faire à son rythme, à lui, et s'informer de manière à avoir aussi des informations les plus fiables possibles pour avoir de l'impact. Et ça, c'est important puisque, pour reprendre un autre exemple sur la pédagogie, le sujet carbone est un sujet contre-intuitif. C'est comme l'astronomie. Quand on regarde l'horizon, il est plat, alors que la Terre est ronde. On a l'impression que l'univers tourne autour de nous, alors qu'en fait, ça dépend du référentiel. Entre la Grèce antique, Copernic et Galilée, on sait très bien que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Ça dépend du référentiel. Donc si le référentiel, c'est la Terre, tout se passe autour de nous. Si le référentiel, c'est le Soleil, on tourne autour du Soleil. Et si le référentiel, c'est le centre de la galaxie, on tourne autour de la galaxie. Sur le sujet carbone, c'est pareil. Une entreprise, ou en tout cas des placements financiers qui sont bas carbone, ne sont pas des placements financiers qui émettent moins de CO2.
C'est étonnant ce que je dis, c'est contre-intuitif. Il faut de la pédagogie pour expliquer ça. Donc, un portefeuille, nous on a des portefeuilles qui sont alignés à 1,5 degré, alors qu'ils émettent plus de CO2 que leur indice. Mais parce qu'il y a aussi des émissions éconisées. Alors je ne sais pas si on a le temps de développer le sujet de la scope 4, mais en tout cas, on voit bien que la pédagogie, elle est complètement essentielle. Ça va être pour moi un des enjeux. Et la pédagogie qui aussi a une manière relativement douce d'expliquer les choses et amener les épargnants, tous les acteurs à réfléchir en suggérant des choses, une ligne à prendre, mais avec le plus d'humanité possible. Alors, on a beaucoup parlé d'information sur les choses qu'on changerait. On est tout à fait d'accord avec toi. Il y a ce côté pédagogie, il y a ce côté aussi inégalité un peu intellectuelle qu'on a, qui fait que on est plus facilement manipulable quand on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Comment tu es capable, toi, aujourd'hui, de nous dire, en fait, les gars, voilà, quand vous utilisez cette société-là, derrière, vous faites économiser 4 fois plus par tel biais, tel biais, tel biais. Alors en fait, on se base sur les données de Carbone 4 Finance, qui est vraiment leader sur le sujet, puisqu'ils font ce qu'on appelle des analyses en bottom-up. Désolé pour, je ne veux pas jargoniser, mais ils ont une manière de faire une étude carbone sur les entreprises qui permet vraiment d'avoir une granularité qui est la meilleure possible. Et après, dans les méthodologies, donc la question elle revient sur la méthodologie, comment on fait. La méthodologie, évidemment, elle est complexe, et ces méthodologies-là, elles sont en perpétuelle évolution, et avec le temps passant, elles s'affinent de plus en plus. Donc la manière méthodologique de faire de Carbone 4 est propre à leurs outils méthodologiques. Et globalement, la manière de faire, elle évolue et elle se précise de plus en plus. Après, de l'expliquer techniquement, là on n'aura pas forcément le temps de le faire, mais il y a des outils qui permettent d'évoquer le sujet et de le traduire avec des chiffres qui permettent d'avoir une bonne base de compréhension pour commencer à agir. Et comme par hasard, on s'aperçoit que les entreprises en question, lorsqu'elles sont analysées par ce prisme carbone, on arrive à avoir, c'est le cas de nos portefeuilles, des portefeuilles qui surperforment les indices. Comme par hasard, il y a une relation de cause à effet. Donc, si la donnée méthodologique, elle n'était pas bonne, à ce moment-là, on aurait des résultats qui ne seraient pas probants. Il est étonnant que nos portefeuilles, qui sont comparés à un indice qui s'appelle le Stoxx 600 pour les entreprises de la zone euro et le MSCI World plutôt qui va représenter les 1500 plus grosses entreprises occidentales, nos portefeuilles battent les indices avec une analyse purement extra-financière, sachant qu'on commence à intégrer de la donnée aussi financière. Donc ça veut dire qu'il y a bien une relation de cause à effet. À partir du moment où les informations carbone sont de qualité, elles vont traduire quelque chose sur les capacités des entreprises à s'adapter à un monde qui change, avec des contraintes qui vont être liées entre l'approvisionnement des matières premières et le sujet énergétique. Tu as parlé de performance financière. Ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Français, enfin pas que les Français, les épargnants. Tout le monde. Ça intéresse tellement les gens que ça les empêche même des fois de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. À partir du moment où j'ai de l'argent, on se sent protégé, ce qui est totalement faux, on soit bien d'accord là-dessus, puis c'est surtout pas le discours qu'on va amener. Par contre, ce qui est intéressant, je pense, c'est aussi un peu de déculpabiliser le fait qu'on peut gagner de l'argent et faire de l'impact. C'est pas des choses qui sont opposées aujourd'hui. Mais comment aujourd'hui tu pourrais justement expliquer ça? Est-ce que, selon toi, je pose très mal ma question parce que j'ai répondu en partie, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Est-ce que selon toi, il faut opposer rentabilité, durabilité? Est-ce que selon toi, il faut d'abord omettre la question de la performance financière et elle va venir naturellement?
c'est un sujet qui est moins important que le sujet de la performance environnementale et sociale? Question très intéressante. Nous, chez Chloé, on préfère, par honnêteté intellectuelle, parler de résilience à impact plus que de rentabilité. On n'a pas à rougir de nos performances, on surperforme les indices. Donc c'est le sujet financier, on est complètement à l'aise avec ça, en tout cas de la rentabilité. Par contre, dans un monde sous contrainte, je trouve que c'est plus honnête intellectuellement de parler de résilience à impact et d'utiliser un vocabulaire, en tout cas, qui permet de comprendre que l'objectif, c'est de financer les bonnes entreprises, miser sur le bon cheval, il y aura des vecteurs de performance. Origami est une entreprise qui est vouée à croître. Chloé in the Sky est une société qui est vouée à croître. Par contre, on va être dans un contexte où peut-être qu'on risque de se répartir une part du gâteau qui va stagner ou peut-être, pourquoi pas, diminuer. Ça veut dire que, évidemment, la question de la rentabilité ou de la croissance infinie, la question se pose. C'est pour ça que la notion de résilience à impact me semble une bonne manière de résumer ce sujet de croissance infinie ou de rendement. Je suis d'accord avec toi, mais je reste convaincu qu'aujourd'hui, les gens ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est, on voit les effets d'annonce qu'on a avec aujourd'hui les taux obligataires, les opportunités, et ce qui va attirer beaucoup plus les épargnants aujourd'hui, c'est vraiment la rentabilité Je financière. suis pas complètement convaincu parce que, alors déjà, sur la solution Chloé, on surperforme les indices. À partir du moment où on investit sur les entreprises essentielles, sur des secteurs essentiels industriels et qu'on prend les meilleures d'entre elles, a priori, on mise sur le bon cheval. Ça veut dire que la rentabilité derrière, elle peut suivre. Mais dans la manière de traduire ça sur une projection de ce qui va se passer, si on dit, voilà, nos placements financiers, c'est ce qui s'est passé, pour certains de nos portefeuilles, sont entre 9 et 10% de rendement par an, ça veut dire que dans les 5 ans qui vont venir, ils vont être à 9 ou 10% par an? Non. Le discours, c'est pas celui-ci. C'est de dire, il va y avoir des vecteurs de croissance, vous investissez sur des entreprises qui seront très certainement résilientes, mais dans un monde qui risque d'être un petit peu malmené. Et ça, les investisseurs le comprennent, et on voit bien des sujets, notamment sur ces sujets financiers de dissonance cognitive, on voit que Le Monde sans fin, par exemple, qui est un pavé de 150 pages et qui traduit une réalité particulière, c'est vendu 1 million d'exemplaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 1 million de lecteurs, parce qu'on peut se refiler le bouquin aussi. Ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience sur des notions de croissance et le fait qu'on est dans une terre finie. Et ce qu'on peut présenter comme un dilemme au niveau de la rentabilité et notre métier de conseiller financier, pour moi, n'est pas un dilemme, c'est du pragmatisme. C'est de présenter les choses de manière un petit peu différente. Donc la rentabilité, pour moi, elle n'est pas forcément incompatible avec le monde de demain, mais par contre, on préfère parler vraiment de résilience impact, parce que ce qui va se passer demain, on ne le sait pas forcément, on ne sait pas quelle tournure vont prendre les éléments, mais on sait très bien que les entreprises, les sociétés vont affronter des défis qui sont complètement inédits, et il va falloir penser les choses différemment. On comprend tout à fait ce que tu dis, on est tout à fait d'accord avec toi. Après, peut-être qu'on est aussi influencé par le métier qu'on fait et évidemment les convictions qu'on a en commun. Tu penses que si demain, tu présentais Chloé in the Sky, une première partie avec de la résilience à impact et la seconde partie avec vous allez gagner plus d'argent que le marché, je ne pense pas que la deuxième partie serait plus plébiscitée par les gens, parce que du coup, il y aurait ce côté juste financier, alors que le côté résilience à impact, c'est un peu moins sexy aujourd'hui pour les gens. C'est pour ça que je reviens sur un sujet, c'est que la notion carbone, elle peut intéresser des climato-sceptiques ou des personnes qui ont plus une vision cynique des choses en disant « moi je veux de la rentabilité, point barre ». Donc c'est pas incompatible. Pour moi, c'est pas du tout incompatible. La rentabilité, ce qu'on peut imaginer comme rentabilité, c'est quoi la rentabilité? Ça veut dire investir sur des entreprises qui risquent d'avoir le vent en poupe demain. Donc à partir du moment où c'est des entreprises de secteur essentiel qui arrivent à produire en arrivant à concilier
le concept de sobriété, c'est là qu'il faut investir. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, je pousse un peu parce que c'est un sujet de fond qui m'intéresse beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi à activer ce levier de la performance financière, qui n'est pas le bon levier aujourd'hui d'action, si on veut concrètement changer les choses pour demain? Au bout d'un moment, on peut pas... alors déjà, on n'a pas forcément des réponses à tout, et l'objectif, c'est de proposer une solution la plus pragmatique et la plus cohérente par rapport au monde de demain. Et je suis convaincu, pour revenir sur le sujet de la rentabilité, s'il y avait un nouveau Warren Buffett qui existait, ce Warren Buffett, c'est intéressant, il est parti de rien, il a construit un empire financier en ayant une manière, quasiment un bon sens paysan, de voir le sujet complexe de l'économie, et il a fait des choix complètement judicieux, parce qu'il investit dans des choses qu'il comprend. Chez Chloé in the Sky, modestement, l'objectif c'est de revenir sur ce principe de bon sens paysan. De se projeter sur la rentabilité, c'est difficile. Enfin, on est dans un système économique complexe, avec des événements géopolitiques qui peuvent être complexes. Donc, de s'avancer sur des rendements financiers, ça me semble particulièrement osé, personne ne peut le faire. Par contre, c'est facile, ou en tout cas on peut comprendre qu'il est quand même intéressant d'investir sur les entreprises qui vont faire l'économie de demain. Et celles qui vont faire l'économie de demain, ce ne sont pas celles qui ont fait l'économie des 30 ans passés. C'est-à-dire, pour traduire ça de manière beaucoup plus, avec des exemples beaucoup plus tangibles, LVMH peut se casser la figure, L'Oréal peut se casser la figure, Christian Dior peut se casser la figure, ça n'a pas changé la face du monde. Par contre, si on a le secteur minier ou des industries lourdes qui se cassent la figure, ça veut dire qu'à la base, on a des secteurs d'activité qui ne pourront plus produire et qui ne pourront plus amener les autres à se développer. Ça, tout le monde peut le comprendre. Donc, pour revenir sur ce sujet de rentabilité, la rentabilité et la cohérence de l'investissement, elle revient sur des fondamentaux que tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire que l'économie, elle se construit sur des valeurs piliers sur lesquelles il vaut mieux investir si on ne veut pas se rater. Un peu de retour à la simplicité. De la cohérence et du bon sens. Ça, exactement. Ok, donc ce sujet de performance financière, c'est pas un sujet qu'il faut omettre parce qu'il y a une demande de toute façon. Et puis, elle est normale. Un épargnant n'est pas là pour perdre de l'argent sur des idées. C'est pas le sujet, au contraire. Par contre, quand je parlais d'honnêteté intellectuelle, le fait d'être honnête, c'est pas d'avoir peur. C'est de dire simplement, dans le monde qui se présente à nous, le fait de parler de résilience et impact, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, sachant que nous-mêmes, nous avons des performances financières qui sont excellentes. Alors, qu'est-ce que tu penses de la phrase qui va être de dire, demain, justement, on aura de la croissance, mais par exemple, pour une entreprise qui va croître, il y en a 2 qui vont décroître. Alors, c'est le principe de la création destructrice de Joseph Schumpeter, c'est-à-dire qu'en fait, dans un monde qui est en train de muter, il y aura des entreprises qui sauront s'adapter et d'autres pas. C'est bien pour ça que chez Chloé, c'est pas un jugement de valeur, mais on n'est pas forcément très attiré par des industries du luxe, par exemple, puisque leur modèle économique, pour moi, il peut être contrarié par une réalité qui va être liée au fait qu'il va falloir quand même envisager une forme de sobriété, pourquoi pas. C'est moins vital que le secteur de l'alimentation. Voilà. Comme tu disais, secteur de donc c'est logique. On voit bien qu'en fait, il y a des exemples concrets et logiques. Oui, mais donc du coup, ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas très logique. Mais ça, si des industries du luxe fonctionnent si bien en temps de crise aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une sorte de... C'est pour ça que... de bêtise humaine peut-être. C'est pour ça qu'on a essayé de réfléchir avec Chloé in the Sky, justement, à retrouver une logique que tout le monde peut comprendre et qui n'appartient pas à une caste d'économistes qui ont le droit de penser, comme pourrait dire Coluche, dans des milieux autorisés. Je ne sais plus comment il appelait ça, c'est des monsieur ou madame Broching, etc., où ils se permettent de penser. En fait, le bon sens paysan, on l'a tous. Très clair là-dessus. Super. Petite question pour terminer. On pourrait parler de ça pendant un petit bout de temps, mais
Est-ce que tu as un conseil durable à nous donner et que tout le monde pourrait mettre en pratique? Un conseil durable, ça serait d'accepter de penser les choses avec justement un temps long. Et revenir justement sur cette cohérence. On voit bien que le temps long, c'est ce qui va nous permettre d'appréhender l'avenir peut-être avec le plus de tranquillité. On l'a vu tout à l'heure, des injonctions contradictoires. Enfin, on est face à des défis qui sont assez considérables. Et retrouver du temps long pour évoluer, pour se projeter dans l'avenir et pour voir les choses avec le plus d'optimisme possible. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. C'est qu'on est dans un climat qui peut être anxiogène. Et à partir du moment où le diagnostic est fait, j'ai tout à fait confiance en capacité de l'homme à agir de manière intelligente. Donc pour revenir, c'est une phrase que j'utilise assez souvent qui vient du Mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand. Le péril s'évanouit lorsqu'on ose le regarder. Donc moi je suis convaincu qu'à partir du moment où on a un monde à recréer, c'est génial, on a plein de choses à faire. Il faut retrouver de l'optimisme, mais on se projette sur du temps long. Et si on regarde les choses de manière plus court-termiste, peut être pris on est tétanisé. Les choses sont accablantes. On a des sujets qui sont durs, qui nous écrasent. Voilà, peut-être avoir retrouvé cet optimisme en abordant les choses avec justement cette notion de temps long. Merci Eric. Merci Simon.